Réveillez-vous, informez-vous avec Pierre de Villeneuve sur Europe 1. Et c'est l'heure de la carte blanche à Mathieu Bock-Côté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et ce matin, à quelques jours du deuxième tour, vous souhaitez revenir sur la stratégie de Marine Le Pen. Oui Pierre, car Marine Le Pen, à sa grande surprise, n'a pas échappé à la diabolisation qu'elle croyait apparemment avoir laissée derrière elle. Oh, elle savait que la campagne serait difficile. Mais à force de parler de pouvoir d'achat et de se tenir éloignée de la question identitaire et de nazifier de temps en temps Éric Zemmour, elle espérait s'être installée pour de bon dans le cercle de la respectabilité. Fatale erreur. La marque de la bête ne disparaît jamais vraiment de ceux sur qui elle est imprimée. Le régime ne réhabilite jamais vraiment ses parias, sauf ceux qui abjurent leur foi en reniant leurs anciens compagnons d'armes et en ralliant servilement leur nouveau maître, au nom duquel ils devront accepter de se rouler dans la fange, sauf à consentir à retourner dans les marges. Ainsi, ces derniers jours, si les diabolisateurs utilisent moins souvent qu'auparavant la référence au fascisme, ils conservent la même matrice argumentative. Emmanuel Macron a donné le signal. Il parle rarement de Marine Le Pen et presque toujours de la candidate d'extrême droite, terme qu'il peine toutefois à définir, ce qui n'est pas étonnant puisqu'il est souvent indéfinissable. Gérald Darmanin n'a pas voulu passer pour petit joueur. Il a affirmé que sous un quinquennat de Marine Le Pen, les pauvres mourraient davantage. Gabriel Attal a quant à lui affirmé que les massacres de l'armée russe en Ukraine étaient, je cite, un point de détail pour Marine Le Pen, désarmante subtilité. Sans oublier Alice Coffin, figure iconique du néo-féminisme, qui a expliqué qu'une victoire de Marine Le Pen entraînerait la mise à mort des militantes féministes. Et tout en ajoutant la plupart des constitutionnalistes l'accusant de préparer un coup d'État. Mais je m'en voudrais de ne pas mentionner, dis-je, Denis Podalides, qui s'est fendu d'une tribune involontairement comique dans Libération, qu'il vaut la peine de citer. Je le cite. Marine Le Pen préside le Rassemblement national, naguère Front National, parti d'extrême droite créé par son père, certes rangé au placard, né de la colère et de la haine de Français hostiles à la démocratie, aux étrangers, aux juifs, les riches, attachés aux colonies, défenseurs de la torture en Algérie, de la peine de mort, anciens collabos, anciens nazis, séditieux, factieux, racistes à plein nez, etc. Fin de la citation. Ce qu'il a dû se trouver beau, le Denis, en écrivant tout cela. Ce qu'il a dû frémir de joie quand ses amis mondains l'ont félicité comme un nouveau Jean Moulin. On aurait envie de répondre « Ça va, Denis ?» Tu aurais pu ajouter qu'elle est cannibale et torture ses chatons en cachette, car on ne voit pas pourquoi ces derniers défauts lui manqueraient. J'en tire une conclusion simple. La diabolisation ne dépend pas du diabolisé, mais du diabolisateur, qui peut toujours trouver une nouvelle raison pour mettre au banc de la cité celui qu'il veut transformer en paria. Le diaboliseur aura beau multiplier les contorsions mentales pour prouver qu'il n'est pas le monstre qu'on s'imagine, on l'accusera toujours d'enfiler un masque pour dissimuler sa vraie nature. Et que fait Marine Le Pen devant tout cela ? Elle mène une campagne à gauche toute sous le signe de la révolte populiste. Disqualifiée par le système, elle entend le congédier. À l'entendre, elle ne représente plus la meilleure des deux candidates, ce qui serait un point de vue naturel pour elle, mais le seul choix valable moralement, celui du peuple insurgé contre une clique oligarchique détestable. Elle drague ainsi les électeurs mélenchonistes en excitant chez eux une pulsion insurrectionnelle qui n'est pas sans faire penser à une forme de sans-culottisme version 2022. Elle entend transformer l'élection en référendum anti-Macron, en expliquant qu'elle dirige le camp des patriotes contre celui des mondialistes. Considère-t-elle vraiment qu'Emmanuel Macron et ses électeurs sont hostiles à la patrie française? Contre Emmanuel Macron, elle explique vouloir faire un gouvernement d'union nationale dont elle chasse toutefois à l'avance Éric Zemmour et Marion Maréchal, qui ont appelé à voter pour elle, mais dans lequel elle nomme à l'avance Arnaud Montebourg, qui lui refuse son amour. C'est le drame de la vie, nous ne sommes pas toujours désirés par ceux que nous désirons. On crache sur ceux qui nous soutiennent sans parvenir à se faire aimer par ceux qui nous rejettent. Étrange deuxième tour néanmoins, où deux candidats prétendent vouloir unir les Français, tout en excluant de la France légitime la quasi-moitié du pays qui a l'outrecuidance de ne pas voter pour eux. Mais qu'est-ce qui vous étonne dans tout cela ? Je ne sais pas si le rituel démonologique de l'antifascisme reconverti en Front républicain m'étonne, mais il me fascine vraiment. Le combat politique se présente comme la poursuite de l'exorcisme par d'autres moyens. Comment ne pas y voir un régime qui se braque contre un parti qu'il traite comme une rébellion populaire amatée par tous les moyens rhétoriques possibles et autres si nécessaire? Honnêtement, il ne manque pas d'excellents arguments à opposer au projet de Marine Le Pen sans qu'il ne soit nécessaire de verser dans ce que Lionel Jospin a nommé en d'autres temps le théâtre antifasciste.
Et il ne manque pas d'arguments valables à opposer à Emmanuel Macron sans le traiter d'absurde manière de traître à sa patrie. Mais les hommes n'aiment rien tant que transformer leurs adversaires en ennemis dans un combat à finir entre le bien et le mal. C'est l'ivresse de la guerre civile. Nous basculons ici dans l'irréalité la plus totale. Le vrai et le faux s'inversent et s'embrouillent dans une rhétorique qui ne correspond pas à la réalité des choses, sur une scène où les acteurs se voient agir sans croire vraiment au rôle qu'ils endossent. Il y a là un mélange de fin d'époque et de fin de régime. Autrement dit, le pire est probablement devant nous. C'était la carte blanche de Mathieu Bock-Côté. Merci à vous.